Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, je reçois Pierre Gobil. Salut Pierre, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Salut Xavier, merci de me recevoir déjà. Rapidement, je suis je suis un peu hybride, je suis à la fois entrepreneur et investisseur. J'ai monté 4 sociétés. Ça fait un petit moment que je fais ça. Donc la première est rentrée en bourse. Les 2 suivantes ont été vendues. Et la 4e, c'est celle qui m'occupe, qui s'appelle 34 éléments. Et le fait que je sois hybride, c'est parce que j'ai aussi été investisseur, tu le sais bien d'ailleurs, puisque j'avais monté un fonds d'investissement qui s'appelait The Refiners, et on investissait dans du très early stage aux États-Unis. Et donc l'autre caractéristique, c'est qu'en fait j'ai vécu la plupart de mon expérience professionnelle aux États-Unis, puisque j'ai vécu 17 ans à San Francisco, et donc j'ai une vision très américaine des choses, on va dire ça comme ça. Ouais. Et justement, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus, parce que tu disais donc t'es entrepreneur à succès, on va dire, et donc passé beaucoup de temps aux US. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ton expérience, comment est-ce que ton rapport au remote et au télétravail a évolué, parce que tu disais que t'as fait 17 ans aux US, en tout cas entre le début et la fin. Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué ? Est-ce que c'est devenu trendy à un moment ? Écoute, ouais, ça évolue. C'est comme quand j'ai commencé à bosser, il fallait porter des costumes avec des cravates. Ouais. Maintenant, on fait tout en t-shirt et personne se dit que c'est pas bien, quoi. Tu vois. Donc finalement, on a quand même des espèces d'a priori au départ qu'on arrive à dépasser. Donc moi, le remote au départ, je trouvais ça plutôt très compliqué parce que d'abord, on n'avait pas forcément les outils pour le faire. Aujourd'hui, on a quand même une bande passante qui est suffisante. On a des outils où on peut se voir, on peut se parler. Donc, c'est quand même pas la même mayonnaise qu'avant. Ouais. Donc, au départ, si tu veux, c'était pas envisageable. Et puis, au fur et à mesure, ça l'est devenu. Et puis, ça s'est imposé de lui-même par le Covid, finalement. Donc, aujourd'hui, oui, bien sûr que ma vision du remote a totalement évolué. Au début, j'étais totalement contre. Maintenant, je sais plus le cas. Donc, oui, ça a beaucoup évolué. Et dans la Silicon Valley, il y avait déjà la mode, on va dire, autour du télétravail et du remote avant le Covid, ou c'est vraiment le Covid qui a été déclencheur. Je sais qu'en France, c'est clairement le Covid qui a forcé les gens, en fait, pour le bon et pour le mauvais d'ailleurs. Aux US, c'est pareil. Aux US, c'est pareil. Aux US, c'est pareil. C'est vraiment le Covid. Ouais. Ok. C'est vraiment la même chose. Tu peux pas dire que il y avait une tendance au télétravail. Il y avait une forme de flexibilité parce que le pays est beaucoup plus large et que comme on avait une pénurie de ressources, on s'autorisait à être un peu, tu vois, tolérant là-dessus en disant si je trouve un super développeur qui est pas à côté du bureau, ben tant pis, on lui donnera un peu plus de flexibilité. Mais la priorité a toujours été de dire on embauche des gens en local, on fait venir des gens dans la Silicon Valley pour les avoir à côté de nous. Donc il y avait quand même tout ça. Et le Covid a tout fait voler en éclats, mais pas que le Covid. Encore une fois, c'est aussi la difficulté à trouver des ressources où on s'est dit finalement il faut être plus imaginatif et donc il faut aller chercher les gens là où ils se trouvent. Ouais, surtout dans la Silicon Valley où le moindre ingénieur coûte $150,000, le logement est à $5,000 par mois. Il y a tout un tas de contraintes inhérentes au lieu qui font que ça a du sens d'aller chercher des gens à droite à gauche plus facilement. Ok. Du coup, donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de formation, parce que tu as lancé il y a plus d'1 an maintenant, je crois, 34éléments.com, qui est une formation où tu formes des créateurs d'entreprises et de start-up. Et c'est une formation qui est en remote. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que tu as choisi de le faire en remote ? Donc là, je précise que tu es retourné en France. Pourquoi est-ce que tu as choisi de partir sur quelque chose en remote et pourquoi pas en présentiel, salle de classe, tu vois, 30 élèves, un tableau blanc à l'ancienne ? C'est une bonne question. D'abord, je voulais pas faire une classe, je voulais pas faire une école. C'est-à-dire que je suis pas très partisan de ce format-là. Et donc, je voulais faire un format qui soit un peu plus moderne. Puis d'abord, j'ai pas les capacités à me payer un campus, si tu veux. Ouais. Donc, c'était compliqué. Et je voulais pas faire une école parce que c'est pas le format que je voulais retenir. Donc, la première chose que je me suis posée comme question, c'est où sont mes clients ? Et mes clients étaient partout. Donc, j'avais des clients qui étaient en France, en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, etc. Et donc, forcément, tu peux pas te dire, je vais les faire venir
à un endroit précis et on fera du présentiel. Ça coûte trop cher, c'est pas rentable. Donc déjà, par nature, ça s'est imposé à moi puisque je ne pouvais pas fédérer dans un lieu géographique particulier une masse critique de gens me permettant de faire ce que je voulais faire. Donc ça, c'était la première contrainte. La deuxième contrainte, je l'ai dit, c'est que j'avais pas suffisamment d'argent pour me payer un campus et le faire, si tu veux, à la Xavier Niel avec École 42. J'avais pas ces moyens-là, bien évidemment. Et puis, c'était aussi un choix de vie. J'avais décidé que je voulais, en fait, pouvoir faire les choses de là où j'ai envie et quitte à de temps en temps me déplacer de temps en temps, mais c'est tout. Voilà. Donc, en fait, c'est les clients qui m'ont imposé le modèle, en fait. Et pas moi qui ai choisi, finalement. Ok. Alors, et du coup, comment est-ce que tu organises ça concrètement un peu au quotidien? Comment est-ce que tu gères tes formations? Comment est-ce que tu choisis les gens? Comment est-ce que tu les fais venir dans la formation et tout vraiment le déroulé un peu pratico-pratique du truc? Alors, pratico-pratique, donc sur la partie organisation, moi j'ai décidé en fait, c'est pas une école, tu sais, l'école c'est de dire je te fais une masterclass, je t'apprends la vie et puis après tu sais quoi faire. Moi je crois pas à ça. Moi je donne pas de conseils, moi ce que je fais c'est que j'aide les gens à réfléchir. Et donc en fait ce que je fais uniquement c'est que je leur pose des questions. Et je leur dis formulez une réponse et je vous dirai si je suis convaincu par la réponse ou pas. C'est plus ça ma façon de voir les choses. Ok. Donc si tu veux, c'est vraiment pas une école. Donc en fait, sur l'organisation, je fais ce qu'on appelle de la pédagogie inversée. C'est-à-dire que c'est pas du tout un cours magistral comme tu vas dans un cours de maths. On t'explique comment on résout le théorème et puis tu vas au tableau et puis on te demande de le refaire. Ouais. Moi, je dis voilà ce que j'attends de toi. Ça, c'est l'outcome, l'arrivée que j'attends de toi. Et puis je te donne des outils pour y arriver. Et donc je me suis organisé autour des outils. Alors comment ça marche? Eh bien, on a 10 sujets. Donc moi, j'ai choisi 10 sujets qui me paraissent fondamentaux, dont j'ai envie de parler et qui me paraissent être un peu les fondations de ce qu'on doit connaître, ce à quoi on doit avoir réfléchi quand on crée une startup. Je te les donne si tu veux, c'est rapide. Ouais. Le premier, c'est comment on crée un purpose inspirant. Le deuxième, c'est comment on crée une culture d'entreprise qui permet d'embaucher des gens sans se tromper. Le troisième, c'est quelle équipe faut-il créer et dans quelle séquence. Le quatrième, c'est comment on crée une value proposition qui a du sens sur un marché. Le cinquième, c'est comment on se positionne sur des marchés très saturés. Le sixième, c'est comment on segmente un marché pour définir une stratégie de croissance dans le temps. Le septième, c'est comment on va sur le marché de manière beaucoup plus, on va dire, factuelle, comment on exécute un go-to-market. Le huitième, c'est quoi un utilisateur? On se pose cette question-là pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire de son produit. Le neuvième, c'est comment on crée un business model original, puisqu'en fait, les gens se posent même pas la question. Ils font un produit, puis ils essaient de copier ce que tout le monde a fait. Et ça, c'est particulièrement idiot, parce qu'en fait, on peut être aussi différenciant par son produit que par son business model. Et puis le dernier, donc le dixième, c'est comment on mesure tout ça. Pas juste des métriques, si tu veux, mais tu vois, le feedback client, est-ce que ça se mesure? Comment on dérisque une hypothèse, etc., etc. Et donc, c'est ça que je fais. Alors, comment je fais maintenant sur la méthode? Eh bien, d'abord, il y a une méthode. C'est-à-dire que moi, j'ai réfléchi à tous ces sujets, j'ai lu plein de trucs, j'ai fait des choses dans ma vie, et donc j'ai essayé de concaténer tout ce savoir au sein d'une méthode. Donc, j'ai une méthode que je donne aux gens. Je leur dis, voilà la question que je te pose, et voilà comment moi, j'y réfléchis. Ça dure une demi-heure, et c'est la première session qui a lieu. Le lendemain, il y a un one-to-one, c'est-à-dire que je prends chaque startup, parce que c'est en cohorte, je prends chaque startup individuellement, et en 15 minutes, ils me disent, voilà ce que j'ai commencé à bosser sur le sujet que tu m'as posé. Et j'essaie de les aider à avancer plus vite. Tu vois, je les challenge, je leur dis, là c'est bien, ça c'est naze, passe à autre chose, ça c'est pas mal, creuse, etc., etc. Okay. Donc ça dure 15 minutes. Le jour d'après, il y a rien. C'est un day off. Parce que je veux qu'ils prennent le temps de ruminer, tu vois, de réfléchir à tous ces trucs-là. Et le jour d'après, donc c'est le 4e jour, sur le même sujet, il y a une master session. Et une master session, c'est quoi? C'est que chaque entrepreneur présente aux autres son travail, en disant, mais voilà, le sujet qui a été évoqué, c'est celui-là, voilà comment comment j'y réponds. Et tout le monde le note. Tous les autres notent la performance de celui qui est passé. Et donc, si tu veux, c'est ça la séquence. Et tu prends cette séquence sur 10 sujets, ça dure donc 6 semaines. Ok. Alors, comment je les trouve, après, pour répondre à ta question? Si tu veux que je réponde à cette question, c'est toujours une question qui est complexe parce que je pense que ce que je fais fondamentalement, c'est un produit culturel.
Tu sais, c'est Gainsbourg qui avait dit la musique est un produit culturel. Ça veut dire que tu n'achètes pas un CD de musique en regardant la couverture du CD, tu achètes de la musique parce que tu l'as entendu. Et donc, il y a un côté expérimental au produit culturel. Soit tu l'expérimentes et tu le comprends, soit tu l'expérimentes pas et tu peux pas le comprendre. Et la musique est un bon exemple. Mais moi, je suis quasiment de ce niveau-là. C'est-à-dire que je peux te dire je peux te raconter ce que je veux sur ce que je fais. Tant que tu l'as pas fait, tu sais pas ce que c'est. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé des freemiums. En fait, le premier sujet, si tu veux, qui est le purpose, on le fait gratos. Les gens peuvent venir et faire le truc. Parce qu'une fois que tu as fait le truc et que tu as compris comment ça marche, tu te dis, OK, ben, j'ai compris ce que c'est, je continue ou je continue pas. Donc, en fait, moi, la difficulté que j'ai sur le onboarding des gens, c'est qu'ils ont aucune raison, a priori, de me faire confiance, parce qu'ils me connaissent pas, parce que dans mon métier, il y a beaucoup de charlatans, parce qu'il y a des gens qui ressassent des théories qu'ils n'ont pas bien comprises et qui croient avoir comprises. Donc, il y a vraiment une pollution assez significative dans mon domaine. Et donc, pourquoi je serais pas un autre pollueur? Tu vois, c'est une bonne question. Donc, ce que je fais, moi, c'est de leur dire, ben, si tu veux savoir, ben, viens, fais-le, c'est gratuit. Donc, c'est comme ça que je les trouve essentiellement. C'est par le freemium aujourd'hui. Bon, par le réseau, évidemment, tu vas me dire, mais c'est normal, mais c'est pas suffisant. Donc, voilà les deux questions que tu m'as posées, c'était comment on les trouve et comment on s'organise. Voilà mes réponses. On disait tout à l'heure lors de l'intro qu'on s'était rencontrés à The Refiners, qui était un accélérateur de start-up dont j'ai fait partie, et t'étais un des créateurs de l'accélérateur. Ce que tu me dis là ressemble beaucoup à ce que moi j'ai vécu. Moi à l'époque c'est sur 3 mois, mais ça ressemble pas mal à ce que moi j'ai fait. J'imagine que tu t'es inspiré de ce que tu avais fait à The Refiners pour monter ça. Est-ce que t'as dû changer des choses entre deux, du fait peut-être que ça soit en remote, ou est-ce que finalement l'expérience ou la façon de former est la même? Alors, pour moi, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que The Refiners, c'était véritablement un accélérateur qui avait pour objectif d'aider les startups à lever de l'argent pour s'implanter sur le sol américain. Et donc, on avait véritablement un travail d'adaptation de la startup qui était à 100% des startups étrangères, puisque c'était notre thèse d'investissement, et de les adapter au monde américain pour qu'ils puissent devenir compatibles avec le financement américain. Ce que je fais, moi, c'est pas ça. C'est-à-dire que je crois moins, si tu veux, au modèle d'accélération tel qu'il existe aujourd'hui. Je pense qu'il y a un accélérateur qui va rester debout, c'est YC, et je pense que les autres, ils vont plus ou moins soit se réinventer, soit disparaître. Donc moi, ce que je fais, c'est un point de vue qui est totalement différent. C'est-à-dire que je me fous que tu lèves de l'argent. D'accord ? Lever de l'argent, c'est pas l'objectif de l'entrepreneur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as la bonne trajectoire. Donc j'ai une sélection à l'entrée qui est pas la même. Ça me permet d'avoir des gens qui sont peut-être pas finançables, mais qui peuvent apprendre de l'expérience Silicon Valley grâce à moi, si tu veux. Donc ça, c'est un des éléments. Donc j'ai pas cette épée de Damoclès qui est de me dire est-ce que la boîte elle est fundable ou pas. Ça, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que j'ai envie de bosser avec le fondateur, est-ce que j'ai envie de l'aider. Ça, c'est un premier critère. Ensuite, moi, je suis pas du tout sur tu vois, l'histoire de raconter une histoire pour lever de l'argent, etc. Moi, je suis vraiment sur les fondamentaux. C'est-à-dire que si tu devais me dire les 3-4 trucs qui sont importants dans ce que je fais, le premier, c'est que je fais gagner un temps gigantesque à l'entrepreneur. Mais ça, il se rend pas compte. Parce qu'en fait, si tu n'as pas réfléchi à toutes les questions que j'ai posées, qui te semblent être les mêmes, mais tu verrais si tu faisais 34 éléments qu'on n'y répond pas de la même manière, eh bien, en fait, tu gagnes un temps gigantesque parce que l'entrepreneur, il a jamais appris à être entrepreneur. Donc, en fait, il a un tas d'intuitions. D'accord? Il confronte ses intuitions au marché pour essayer de les transformer en convictions ou pour en changer. C'est ça un entrepreneur, hein, c'est à peu près ça. Et moi, ce que je fais, c'est qu'avant de confronter tout ça, on y réfléchit pour essayer de voir quelles intuitions sont déjà des convictions et celles qui ne le sont pas sur lesquelles il faut travailler et comment on fait. Ce qui fait que dans la vie de la startup, tu fais gagner à l'entrepreneur entre 6 mois et 2 ans. C'est de ce niveau-là. Hein. Donc c'est un énorme gain de temps pour l'entrepreneur. J'ai même des boîtes, si tu veux, qui avaient démarré, qui à l'issue de l'académie ont dit on arrête. Ah oui. Et pour moi, si tu veux, c'est un outcome qui est positif. Ouais. On a gagné du temps en disant bah c'est pas viable, on arrête. Donc il faut en arriver, tu vois, ça peut être même extrême, mais je trouve que c'était une décision courageuse de leur part et profondément raisonnée pour le coup. Donc le gain de temps, c'est énorme. Le deuxième, c'est un peu te familiariser avec c'est quoi une start-up, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat parce que c'est le truc cool, on dit c'est génial, tout le monde veut faire ça, et qui n'y comprennent rien, qui ne l'ont jamais fait,
et qui se lancent là-dedans avec des a priori ou des connaissances qui sont absolument catastrophiques et toxiques. Et là, ce que je fais, c'est que je leur dis, bon, ben, c'est cool, vous avez fait ça maintenant voilà comment ça marche. Voilà comment ça s'organise une startup, les questions qu'on se pose. Et c'est pas du tout, tu vois, une grosse boîte en plus petit, parce que les gens qui le font pour la première fois, ils se disent, bah, il me faut un VP of Sales, il me faut un patron des marketing. Je dis, non, pas du tout, on n'en est pas là du tout. C'est un espèce de Big Bang dément. T'allumes plein de trucs, ça pète de partout. Tu regardes ce qui marche, tu regardes ce qui marche pas, et tu prends des décisions sans savoir. Enfin, c'est un environnement qui est très, très, très différent. Donc, je leur apprends ce que c'est que ce truc-là. Et aussi, dans l'apprentissage de cet environnement-là, ils rencontrent des gens du milieu. Parce que bon, j'ai un réseau qui est évidemment pas mauvais pour avoir fait ce que j'ai fait. Et donc, je connais plein de gens qui soient soit des investisseurs, soit des entrepreneurs à succès. Et je les fais, cohabiter, discuter pour qu'ils prennent en conscience qu'en fait, ce que je dis n'est pas faux. Parce qu'en fait, le problème de quand tu dis un truc, c'est que les gens ne croient pas jusqu'à ce qu'un autre le répète à ta place. Donc, j'ai le luxe de pouvoir faire venir les autres. Donc ça, c'est le deuxième truc. Et le troisième truc qui est totalement indirect, si tu veux, c'est qu'à compte du moment où tu te poses toutes ces bonnes questions, bah, tu es hyper bien préparé pour lever de l'argent. Parce que déjà, tu vas savoir si tu es en capacité à le faire ou pas. Et si tu l'es, tu vas connaître les trous dans le gruyère, ce que tu peux ou pas raconter, et les questions qu'on va te poser, et ta capacité à être préparé à répondre à ces questions. Donc c'est un énorme préparateur d'une certaine manière, mais c'est pas l'objectif, c'est un peu une conséquence si tu veux. Du coup, je me pose une question. Est-ce que les entrepreneurs que tu as dans tes formations, c'est des entrepreneurs qui en sont, est-ce que c'est des primo-entrepreneurs, je sais pas si ça se dit, est-ce que c'est leur première startup ou est-ce que c'est des gens qui se sont déjà plantés dans le passé et qui du coup savent à quel point c'est dur et à quel point il y a besoin d'accompagnement et du coup viennent te voir? Mais t'as les deux. En fait, je pense qu'il y a une question d'état d'esprit. Tu vois, il y a l'humilité de venir en disant, je sais pas tout et peut-être que je vais apprendre un, deux trucs qui vont être clés pour moi. Et dans cette typologie de gens, tu as des gens qui sont des gens expérimentés, d'autres qui le sont pas. Tu vois, aujourd'hui, j'ai par exemple une boîte qui a levé 1,5 milliard. Tu pourrais te dire, bah, il a pas besoin de ça, mais en fait, tu t'aperçois que même sur les fondamentaux, ces gens qui ont levé 1,5 milliard, qui sont donc en capacité à faire des choses, bah, il y a plein de choses sur lesquelles ils sont vraiment passés à côté. 1,5 milliard? 1,5 milliard, oui, c'est une boîte israélienne. Donc, si tu veux, c'est pas parce qu'on est expérimenté qu'on a forcément réfléchi à un tas de choses. Tu vois, il y a un personnage que j'aime beaucoup qui s'appelle Étienne Klein, qui disait, à force de mépriser nos connaissances, ou tu vois, de pas travailler nos connaissances, on transforme nos mauvaises connaissances en croyances. Ouais. Et l'entrepreneur, s'il ne prend pas le temps de questionner ses connaissances, qui sont tout le temps mises à jour, parce que tu vois, t'as des connaissances qui, par exemple, dans le marketing, ce que tu savais hier, ça vaut rien aujourd'hui. Ouais. Donc, il y a des connaissances qu'il faut mettre à jour. Si tu prends pas, si t'as pas cette démarche humble de questionner tes connaissances tout le temps, ben, tu finis par croire à tes connaissances sans forcément l'avoir réellement creusé. Et tu finis par être mauvais. Et donc, moi, je trouve que les gens qui viennent, ils ont l'humilité de dire, ben, il y a des choses que je peux apprendre. Ça, c'est la première chose. Après, tu as les gens, évidemment, qui doutent. Ouais. Et tu peux douter en étant primo-entrepreneur ou en étant repeat entrepreneur. Donc, j'ai un peu un mix. Maintenant, pour le primo-entrepreneur, alors s'il vient, il faut qu'il ait déjà une équipe, un projet. J'aime bien quand il y a déjà un produit quelque part, parce qu'au moins on peut parler de trucs concrets. Sinon, c'est quand même assez expérimental. Ouais. Moi, je suis pas bon au niveau de l'idéation, si tu veux. C'est pas mon job. Mon job, c'est qu'à partir du moment où tu as réfléchi à un truc sérieux, ben, on prend le truc sérieux et puis on l'amène. Mais je vais pas au-delà de la série A. Parce que jusqu'à la série A, une startup, c'est malléable. Après la série A, t'es quand même t'as levé de l'argent pour faire du scale. Et donc là, j'espère que t'as quand même des convictions solides. Ouais. Sinon, il y a un autre problème fondamental. Et généralement, c'est là où tu lèves pas d'argent. Tu sais qu'il y a que 15% des boîtes qui ont levé un seed qui lèvent une série A. Ça veut dire que la plupart des boîtes s'arrêtent au seed. Ouais. Et donc c'est très, très dur de passer du seed à la série A. Donc, j'ai beaucoup de gens qui sont aussi dans ce tunnel-là et qui viennent me voir en disant qu'est-ce qui déconne? Donc, qu'est-ce que j'ai loupé, quoi. Donc, en fait, c'est un mix, si tu veux, d'un peu de tout. Mais en fait, je me suis aperçu que là où j'étais le plus impactant, c'est sur les entrepreneurs expérimentés. Parce que quand tu leur dis un truc, ça allume tout de suite des trucs dans la tête en disant, mais ouais, j'ai pas pensé, mais il a raison, évidemment. Et ils savent comment prendre ça et en faire quelque chose tout de suite. Okay. Alors que celui qui l'a jamais fait, il a une phase d'absorption du knowledge qui est pas neutre, si tu veux. Donc, c'est un mix de tout. Mais c'est essentiellement des gens qui ont un peu l'humilité de se dire, j'ai envie d'être sûr que ce que je fais est bon, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, enfin,
c'est pas tout à fait le sujet du podcast, mais pour être entrepreneur et tester des trucs, de toute façon, moi j'ai l'impression que ça rend humble par défaut, parce que tu passes ta vie à te prendre des portes, à tester les trucs qui marchent pas, à réessayer, à essayer, à te dire bon là j'ai pas pigé un truc, je dois réapprendre. Donc tu te remets dans la doc, tu recommences, tu réessayes, ça ne remarche pas, il faut recommencer et tout ça. Donc effectivement l'humilité c'est un peu, de toute façon tu l'as de gré ou de force presque. J'ai envie de dire. Oui, mais tu vois, les gens, je te prends un exemple tout bête. Il y a des trucs qui, moi, me choquent énormément. Par exemple, parlons d'un sujet qui devrait toucher tous les entrepreneurs, le marché. Tu vois, c'est un sujet qui est super important. C'est sur quel marché tu vas évoluer. Quels sont tes clients, enfin, toutes les questions qu'on peut se poser. Tout ce qu'on a aujourd'hui pour aider les gens à réfléchir au marché, c'est des théories qui, pour moi, sont inutiles. Tu vois, le TAM, le SAM, le SOM, voilà, t'as un marché de 10 milliards, tout le monde est content. Ouais. Ça sert à rien, ça aide à rien. Par contre, si tu réfléchis à ton marché en te disant comment je peux le segmenter et comment je peux grandir du point de départ jusqu'au point d'arrivée, bah, du coup, ça te donne une stratégie qui implique ta roadmap, donc ton produit, comment tu vas grandir tes équipes, sur quelle géographie tu vas intervenir, quels sont les clients que tu vas cibler, dans quel ordre. Tu vois, tu te poses plein de bonnes questions et ça, c'est mal expliqué. Et en fait, c'est tellement fondamental que finalement, comme on l'explique pas, on croit savoir qu'on sait, et finalement on fait n'importe quoi, on est opportuniste, etc. Et il y a plein de boîtes qui aujourd'hui tombent parce qu'elles ont mal réfléchi à ça. Tu vois, donc c'est vraiment des trucs qu'on croit avoir acquis et qu'on n'a pas acquis du tout finalement. Ok. Tu disais tout à l'heure que du coup il y avait à la fois des personnes qui venaient d'un peu partout, tu disais les US, un peu partout en Europe, en France et tout ça, et en même temps tu as des gens qui sont très expérimentés, qui ont déjà levé, d'autres qui sont complètement débutants. Comment est-ce que toi t'arrives à passer les connaissances à tout le monde? Pour le dire autrement, comment est-ce que tu arrives à niveler le niveau culturel et le niveau de connaissance des gens? Eh bien, parce qu'en fait, la question n'est pas où tu es né, parce que chacun aura des réponses différentes. Donc moi, je ne crois pas, encore une fois, à la masterclass où tu dis, ben voilà comment il monte, t'écoutes et après tu sais faire. Moi, je crois qu'en fait, le truc important, je suis plus un coach qu'une école, si tu veux. C'est de questionner les gens et de les amener à formuler des réponses. Et en fonction du stage dans lequel tu te trouves, tu auras plus ou moins d'éléments pour formuler une réponse et ta réponse sera plus ou moins nourrie. Mais c'est plus ça l'idée. Mais après, les questions que je pose sont des questions qui sont des questions, on va dire, qui arrivent jusqu'à la série A, des questions assez, tu vois, par exemple, le go-to-market, les gens pourraient dire, bah, il y en a qu'un. Mais non, c'est des conneries, il y en a plein de go-to-market. Une boîte, elle ne fait pas un go-to-market. Ouais. Elle en fait à chaque fois qu'elle passe un segment de marché vers l'autre. Et donc, réfléchir à ça, si tu as déjà fait un go-to-market, c'est pas idiot parce que tu en feras un autre. Donc, en fait, je m'adapte à toutes les situations. Et comme j'ai pas une approche produit, tu vois, finalement, les questions que je pose sont des vraies questions qui s'appliquent à tout le monde. Alors après, tu pourrais me dire, je vais t'apprendre à être maçon. Tu as déjà fait une maison, mais je t'apprends à être maçon et tu es en train de construire un immeuble. Et celui qui est à côté de toi, il construit une maison. Mais tu vas apprendre des trucs qui vont t'apprendre à construire un immeuble, alors que l'autre, il va apprendre à construire une maison. Et c'est pas gênant parce que c'est des techniques que tu connais pas et qui sont utiles dans les deux cas. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'adapte à tout le monde finalement. Et que c'est même très utile en fait de se reposer ces questions-là à un moment donné. Et la pédagogie inversée, elle fonctionne avec tout le monde. T'as pas des personnes qui sont en demande d'avoir un cours magistral sur, je sais pas, par exemple le go-to-market ou l'étude de marché ou le purpose, ce genre de choses. Ben, ceux-là, je les prends pas déjà pour commencer, parce qu'on n'est pas entrepreneur si on va à l'école. Hein. Okay. Être entrepreneur, c'est autre chose. Hein. Donc oui, ça marche. Pourquoi ? Ouais. Parce qu'en fait, je pars du principe sur lequel tu vas être d'accord, c'est que le seul moyen que tu as de transformer les gens, c'est de faire en sorte que les réponses viennent d'eux. Parce qu'à partir du moment où tu trouves une réponse toi-même, bah, tu y crois. Et si tu y crois et que tu es entrepreneur, bah, tu agis, tu fais quelque chose. Et donc, en fait, l'expérience que je propose avec ce que je fais, elle est très transformative. Les gens, à l'issue de l'académie, si tu veux, bah, ils changent leur business model, ils changent leurs produits, ils changent leur équipe, ils changent leur stratégie de croissance, ils changent plein de trucs. Parce que ça vient d'eux, pas de moi. Moi, je formule aucune réponse. Je pose des questions. C'est tout. Donc oui, c'est hyper transformatif. Ok. Tu disais tout à l'heure que tu mettais en relation des gens de ton réseau, des entrepreneurs à succès, ou des gens qui ont déjà fait beaucoup de choses, avec les apprenants de 34 éléments. Est-ce que tu essaies de créer une communauté autour de 34 éléments, de ton institut de, je sais pas si on peut dire institut de formation, mais autour de 34 éléments, est-ce
est-ce que tu mets en place des outils? Est-ce que tu as des rituels, ce genre de choses pour essayer de créer une culture alumni? Il y a plusieurs outils. D'abord, il y a l'outil pour faire du live. Bon, nous, on utilise Zoom. Il y en a qui aiment pas, il y en a qui aiment, peu importe. En tout cas, ça marche. Donc, il faut un outil pour faire du live, c'est extrêmement important parce qu'il faut partager des choses en live et donc on utilise ça comme outil. Et moi, ça me convient. Il y a peut-être mieux, mais ça me convient. Ensuite, on a des outils pour faire du messaging instantané. Et là, on utilise Slack. Parce qu'on doit être capable à un instant T de poser une question, de pouvoir y répondre de manière asynchrone. Et donc là, Slack est un outil qui est hyper utile. Et on l'utilise à la fois pour chacune des académies, et à la fois, on a une académie globale qu'on appelle, enfin, un Slack global qu'on appelle 35 éléments, puisque le 35e, c'est les gens, et où il y a tous les alumni de toutes les académies qu'on a pu faire qui s'y retrouvent. Et là, le Slack, c'est le messaging entre tout le monde. Ensuite, on a Notion. Et Notion qui va gérer l'information persistante. Parce qu'il y a des choses qui sont pas du domaine du messaging, qui sont du domaine de l'information persistante, et ça, on gère avec Notion. Ensuite, on a Calendly. Donc, Calendly, c'est utile pour s'organiser, parce que quand tu as plein de gens un peu partout, moi, j'ai un agenda qui est un enfer total. Tu vois des bouts de rendez-vous de 15 minutes par-ci, par-là, de 30 minutes. Et donc, si j'avais pas un outil qui automatise mon agenda, je pèterais un câble. Donc, on a Calendly qui est hyper utile. Ouais. Et, alors après, particularisme de ce qu'on fait avec 34 éléments, j'ai fait développer une plateforme. Donc, pour le coup, on a aussi une plateforme qui est, pour le coup, complètement propriétaire, qui s'appelle 34 éléments, qui est un logiciel qui me permet, en fait, d'asseoir ce qu'on dit dans l'académie pour que les gens puissent se retrouver sur une plateforme. Et dedans, tu as d'abord des questions que posent les investisseurs, et tu réponds, ça te permet d'avoir un diagnostic sur ta startup. Tu as tout un tas de best practice documents qui viennent de gens qui sont pas moi. Tu as des advice, tu as des trucs à faire pour t'aider à réfléchir. Donc en fait, c'est une plateforme que tu peux utiliser comme tu le souhaites, qui est un support à ce qu'on fait dans l'académie. Donc tu vois, j'ai plein d'outils différents. J'en ai d'autres des petits, mais ça, c'est des gros outils. Et en fait, ça fonctionne très bien comme ça. Du coup, j'ai pas bien compris quelle était la différence entre ce que tu mettais dans 34 éléments, parce que tu disais que tu avais de la documentation ou des documents supplémentaires dans la plateforme que tu as développée 34 éléments, et ce que tu avais dans Notion. Parce que j'ai l'impression que c'était un peu la même chose. Est-ce que dans Notion, c'est de la doc que tu réutilises de session en session? Ouais, je te prends un exemple. Par exemple, je sais pas, des checklists. Tu veux avoir. Qu'est-ce que tu mets exactement? Imagine que tu souhaites avoir un agenda, enfin un organigramme de tous les alumni de 34 éléments. Si tu mets ça dans Slack, au bout d'un moment, ça disparaît, c'est fini. Si tu mets ça dans la plateforme, ça n'a aucun sens. Ouais. Donc, tu le mets dans Notion. Par exemple, ça, tu le mets dans Notion. Si, par exemple, chacun veut présenter sa startup pour que tout le monde puisse voir ce que chacun a fait et pouvoir éventuellement faire du cross-pollinisation entre les startups, tu le mets dans Notion, tu le mets pas dans Slack. La plateforme, elle a pour unique objet, pour le coup, d'être un support à l'académie. Donc, quand on pose la question sur, je sais pas moi, le business model, ben, tu rentres dans la section business model de la plateforme où il y a plein d'éléments sur le business model, mais rien d'autre. Donc, si tu veux, la plateforme, c'est quelque chose que tu utilises en séquence pendant l'académie. Après l'académie, tu utilises Slack pour discuter avec les gens qui ont fait l'académie, et tu as du Notion pour avoir un peu de persistance d'information. Ok. Et du coup, est-ce que tu disais que tu avais un Slack global avec tous les participants ou tous ceux qui ont participé à 34 éléments. Est-ce que tu organisais aussi des events? Est-ce qu'il y a des trucs de mis en place, des rituels ou un truc par exemple tous les trimestres, un get together à Paris pour boire un café tous ensemble, ce genre de truc? Alors moi, j'ai été vraiment nul là-dedans. Heureusement, j'ai Axel qui nous a rejoint et qui est vraiment fort là-dedans. Et en fait, on organise tous les mois maintenant ce qu'on appelle les conversations avec. Okay. On a eu Jean de la Roche-Brochard, on a eu Carlos Diaz, on a eu Reza. Donc, on a eu pas mal de gens qui viennent et qui, en fait, prennent un sujet qui leur tient à cœur et qui essayent d'exprimer auprès de la communauté comment ils gèrent le sujet. C'est un moyen. Puis après, les gens posent des questions. C'est hyper interactif. Et donc, l'idée, c'est de réunir la communauté d'alumni tous les mois au travers d'un petit événement comme ça. Okay. Après, on essaie de l'animer, mais je t'avoue que c'est pas facile, hein, c'est compliqué parce qu'ils ont tous des agendas, ils sont tous busy, et animer une communauté, c'est compliqué. Après, t'as toujours des champions, des gens qui sont hyper actifs, d'autres qui le sont moins. Mais en tout cas, on essaye d'amener de la valeur ajoutée et de donner du contenu. Si tu donnes du contenu aux gens, à un moment donné, si tu veux, ils essaient de faire quelque chose. Et puis il y a des gens qui sont bien intentionnés, qui disent voilà, je pourrais faire ça pour la communauté. On essaie de leur dire évidemment, parce que c'est leur communauté, c'est pas la mienne. Hein.
Et donc on essaye, mais c'est un début. On a commencé il y a peu de temps, et comme moi je ne suis pas très bon là-dedans, j'ai Axel qui m'aide, et ça commence à marcher. Ouais, c'est incroyablement difficile d'animer et de faire vivre une communauté sur la durée, c'est vraiment difficile. Écoute, je crois qu'on a fait le tour. Super intéressant comme retour d'expérience. Je traite pas souvent d'actualité dans ce podcast, mais là en ce moment, il y a Musk qui vient de racheter Twitter. Et il y a 2 jours, il vient de virer tout le monde. C'est-à-dire qu'il a envoyé une note à tout le monde en disant si vous n'êtes pas au bureau demain, vous dégagez presque. Est-ce que toi, tu as un avis là-dessus? Alors, c'est un avis, ça vaut ce que ça vaut, hein. Je vais te donner mon avis. La première chose, c'est que je pense qu'il a tort, pour plusieurs raisons. D'abord parce que Jack Dorsey, avant lui, avait annoncé que Twitter était en remote pour toujours. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont organisés, qui ont changé leur vie, en disant finalement, je vais m'organiser pour ça. Ouais. Et tout d'un coup, ça change. Donc, vis-à-vis de ces gens-là, si tu veux, si tu as déménagé ailleurs, etc., il y a une forme d'injustice qui est pas neutre. Première chose. Ouais. Deuxième chose, je pense qu'il y a des gens qui sont en capacité à être parfaitement remote. Oui. Je dis pas que le remote, c'est facile, mais il y a des cas particuliers où, en fait, tu peux travailler parfaitement en remote à 100% et être plus efficace que si tu ne l'étais pas. Et troisième point, je pense qu'il a tort, parce que je pense que on peut faire les deux. Tu vois, c'est bien de dire le remote, c'est trop compliqué, mais tu peux aussi être un peu en remote et un peu en présentiel. Et de dire on est que en présentiel et remote, j'en veux pas entendre parler, je trouve que c'est un peu extrême. Alors après, il a aussi peut-être un peu raison, parce que je trouve que le travail, c'est social, et que donc quand tu vas dans une entreprise, tu rencontres des gens, tu vois, Ouais. tu fais des rencontres, et c'est quand même bien de faire ça. Après, je pense que les gens n'ont pas tous capacité à s'autodiscipliner. Et donc, t'as des gens qui, en remote, seraient incapables de s'organiser et de se dire qu'est-ce que je fais, comment je passe mon après-midi, ma journée, etc. Et donc, ils ont besoin d'un cadre un peu plus rigide dans lequel ils peuvent exécuter. Et Twitter a quand même une certaine taille. Ouais. Donc, ça peut se comprendre. Et puis après, je pense aussi qu'il a raison, et c'est surtout la vraie raison pour moi, c'est que je pense que l'interaction crée de la valeur. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu rencontres quelqu'un à la machine à café où tu dis finalement, tiens, on parle de ça, Xavier, qu'est-ce que t'en penses? Et puis bim, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, on discute de trucs à toi et moi, et à un moment donné, tu dis un truc qui a rien à voir avec ce que je pense, ou peu importe, et ça allume un truc qui est totalement décorrélé de ce que tu me dis, Ouais. et ça me fait penser à quelque chose qui fait que je vais avancer sur un sujet où j'étais bloqué. Et c'est le côté un peu spontané, un peu bordélique, etc., qui fait qu'en fait, l'interaction avec les gens, c'est utile, parce que ça les fait vraiment avancer beaucoup plus rapidement. Et ça, quand t'es en remote, c'est super difficile à recréer. Ouais. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle je pense qu'il a raison. Et puis après, s'il veut recréer une culture d'entreprise, et Twitter peut-être en manquait pas mal, peut-être qu'un des moyens de le faire, c'est de mettre les gens au même endroit. Et qu'une culture d'entreprise à gérer en remote, c'est pas facile. Donc pour moi, il y a des torts et des raisons, mais il y a un côté très brusque que je trouve pas forcément respectable, où en fait tu mets les gens. Après, c'est du Musk, hein, il fait ce qu'il veut, hein, c'est lui qui a payé 44 milliards. Hein. C'est ça. Mais il y a quand même un côté très brutal au truc qui est pas forcément justifiable, parce qu'il y a des cas où en fait ça pourrait marcher. Donc moi, je pense que là, il le fait pour remettre les gens dans le droit chemin à sa façon, et qu'après il mettra un peu de souplesse dans le truc, je pense. Ouais, j'ai la même impression. J'ai l'impression que là, il veut vraiment casser le truc et forcer tout le monde. Il a viré d'ailleurs beaucoup de gens au passage. Mais ça, c'est quand même vachement dommageable, je trouve, pour le télétravail en général, d'avoir quelqu'un de cette envergure avec cette influence-là, qui en gros dit ça marche pas, revenez tous au bureau, et en plus qui met en avant vachement de micromanagement quand même. Après, sur la culture d'entreprise et sur la côté sérendipité là dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire être capable de générer des interactions un peu et des idées et de la connaissance de manière un peu aléatoire. Ça, c'est vraiment un vrai défi dont on parle super souvent sur ce podcast. J'avais invité Thomas Simon sur un épisode précédent, qui du coup travaille chez Boon Manager, qui est une boîte en full remote depuis le début, donc une forte culture remote. Et ils ont mis en place beaucoup de choses, beaucoup de petits rituels justement pour essayer de recréer à la fois de la machine à café, mais aussi de l'interaction informelle avec les gens et tout ça, malgré le fait qu'ils soient très loin. Et c'est vrai que si tu te forces pas à le faire, c'est pour ça que je te pose aussi les questions sur les rituels, est-ce que vous avez mis en place des événements et tout ça.
Parce que si tu te forces pas à mettre en place des choses qui créent la sérendipité à l'intérieur de ton organisation, très vite, les gens deviennent étrangers les uns les autres et t'as plus de culture globale, quoi. Ok. Je dis pour ton commentaire sur Musk qui disait, tu disais en fait, c'est vrai qu'il a été brutal, etc., et qui veut revenir à un système d'avant. Je pense que c'est pas lui qui va dicter ce que va devenir le système, si tu veux. C'est que si les gens en grande majorité veulent du remote, veulent de la flexibilité, ce qui semble être le cas, les employeurs vont devoir s'adapter à ça. Sinon, ils auront personne. C'est bien gentil de dire c'est comme ça chez moi, c'est pas autrement, mais si personne ne vient, à un moment donné, tu te dis bon, mais qu'est-ce que tu veux, quoi. Et je pense que la flexibilité, on le voit, tu sais, avec le grand chamboulement qu'il y a aux États-Unis en ce moment, les grandes vagues de démission, les gens veulent de la flexibilité. Donc à un moment donné, c'est le marché qui va dicter à Musk ce qu'il doit faire. Et bon, pour l'instant, il semble croire qu'il est super sexy et que tout le monde va venir travailler chez Twitter, mais peut-être qu'un jour, le marché lui donnera tort et dira, ou lui dira, écoute, si tu veux embaucher des gens chez Twitter, il va falloir que tu mettes de l'eau dans ton vin, sinon tu n'auras personne. Donc je pense que c'est pas lui qui va dicter, c'est le marché, c'est les gens. Ouais. Oui, et puis avoir des méthodes de management aussi brusques, le problème c'est que tu vas finir par virer les bons, quoi. C'est-à-dire que les gens, tu gardes que ceux qui sont ok avec ce type de management et c'est pas forcément les gens les plus autonomes ou productifs dans ta boîte, quoi. C'est toujours un peu dangereux. Ils montent les muscles, quoi. Ouais, après, tu sais, Twitter, a priori, il y avait beaucoup trop de gens, il y avait un problème de productivité non neutre, il a besoin de remettre un peu la boîte sur des rails parce que ça perd trop d'argent et lui, il veut changer un peu tout ça. Et donc, oui, bon, bah, il faut mettre un énorme coup tu sais, les Américains, ils mettent des énormes coups de volant à droite et puis à gauche, hein. Donc là, il met un énorme coup de volant d'un côté, on verra ce qui se passe. Ouais. Ok. Je finis toujours le podcast avec la même question que je change un petit peu en fonction des invités. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut monter une formation en télétravail? Ben, d'abord, c'est de réfléchir au format. C'est-à-dire qu'une formation en télétravail, c'est pas je mets un Zoom et puis bim, je te balance un truc. Tu vois, il faut réfléchir à comment tu diffuses cette formation et quel est le format que tu veux proposer aux gens. Moi, je t'expliquerai le mien, hein, c'est méthode 30 minutes, le one-to-one et puis la master session. Ça, c'est mon format. C'est moi qui l'ai inventé et c'est comme ça que je le fais. Ouais. Et donc, les gens doivent réfléchir à ce format-là. C'est important parce qu'en fait, ce qui compte quand tu fais une formation en ligne, c'est que ça serve aux gens, que c'est que les gens apprennent quelque chose. Et on sait tous que le e-learning, quand on a poussé le learning digital à son paroxysme, ne marche pas. Tu vois, tu as par exemple, il y a des stats sur les MOOC et compagnie qui disent que 3% des gens finissent la formation. Donc ça marche pas du tout. Donc il faut que dans le format, les gens réfléchissent en disant qu'est-ce que je peux faire dans mon format qui implique les gens à faire ce que je leur demande pour qu'il y ait un vrai apprentissage. Donc ça, c'est le premier truc qui me semble hyper important. Le deuxième truc, c'est qu'il faut réfléchir dans quel langage tu veux le donner. Parce que si tu as une vision un peu internationale de ton projet, eh bien, tu auras des gens qui parleront plusieurs langues. Et quand tu exprimes ou quand tu fais une formation dans une langue, il faut vraiment maîtriser la langue. Parce que dans la formation, il y a beaucoup de nuances. Ouais. Et si tu baragouines une langue, tu vas faire une formation de merde, très clairement. Ensuite, je pense qu'il faut pas être académique. Parce que sur un Zoom, tu endors les gens. Donc, il faut des formats qui soient... c'est pour ça que je fais de la pédagogie inversée. C'est que je les implique énormément. Je les fais réagir. C'est une conversation. Tu vois, j'ai beaucoup de checkpoints. J'ai beaucoup de petites... J'utilise beaucoup Slido au départ. Tu vois, quand on commence, on lance un Slido. Ça pose des questions aux gens. Ça permet de réagir et de dire, tiens, t'as dit ça, mais tu vois, je pense ça, etc. Il y a de la musique au départ. Il y a, tu vois, j'ai plein de petits trucs comme ça que je mets dans ce que je fais, qui permettent aux gens de se dire, tiens, tu vois, c'est pas juste boum, Pierre pendant 1 heure qui va parler d'un truc, c'est mortel, quoi. Ouais, donc il faut mettre beaucoup de respiration. Je pense que ton attention sur un truc en ligne, c'est beaucoup plus court que sur un truc en vrai. Et donc il faut mettre pas mal de respiration et pas mal de petits trucs qui font que il y a un côté un peu ludique, un peu marrant, un peu diversifié, qui fait que les gens restent à l'écoute. Si tu fais pas ça, tu vas perdre les gens. Si tu fais un truc en ligne en disant, voilà, c'est parti, je vais t'expliquer comment tu chasses la baleine, au bout de 10 minutes, tout le monde dort, quoi. Ouais.
clairement. Par contre, si tu mets des vidéos, si tu mets des machins, si tu impliques les gens, si tu les fais réagir, si tu leur poses des questions, ce format-là, il est vachement important. C'est comment tu impliques les gens pour que ça soit aussi leur truc à eux. Donc voilà, c'est un peu les petits conseils que j'ai envie de donner. C'est pas simple. Et je pense aussi que pour qu'une formation en ligne fonctionne, il faut qu'il y ait un outcome. Tu vois, il faut qu'il y ait quelque chose que tu attendes des gens qu'ils doivent donner. Parce que s'il n'y a pas de commitment de leur part, les gens, ils font rien. Ouais. Parce qu'ils n'ont pas de raison de le faire. Si par contre, tu sais que dans 2 jours, tu présentes à tes petits camarades, t'as pas envie de passer pour un couillon, et donc tu vas bosser. Et donc tu vas faire un truc qui a un peu de valeur, quoi. Tu vas te dire, je vais travailler. Et en travaillant, tu t'aperçois que c'était une bonne démarche, tu y prends goût, et tu commences à t'accrocher au truc. Donc c'est important qu'il y ait aussi, de la part de celui qui fait une formation, un véritable commitment. Tu demandes un commitment aux gens en disant, tu vas présenter quelque chose aux autres sur ton travail. C'est pas juste, je te dis quoi faire et puis je vérifie pas. Il faut vérifier le travail. Est-ce que c'est un process que t'as, à la fois le process et aussi la forme? Est-ce que c'est des choses que t'as itéré, que t'as revu, que t'as testé, et que t'as évalué et mis à jour au fur et à mesure, ou est-ce que c'est quelque chose que t'as depuis le début? Alors je vais te dire d'où vient mon raisonnement. C'est un truc que, quand j'ai fait cette boîte-là, j'ai réfléchi à comment je fais. Et je me suis posé la question de comment je me positionne. Et tu vas voir, tout se lie. Au début de l'éducation, il y avait un prof. Enfin, c'était un maître. D'accord? Tu avais Léonard de Vinci qui était ton maître, Ouais. et qui t'apprenait à peindre. Et tu étais l'apprenti. Et c'était du one-to-one, et tu avais un maître et un apprenti. Et puis après, on s'est dit, mais ça scale pas du tout, ce machin. Et on a créé l'école. On a créé l'université. On avait toujours le maître, mais on avait plein d'apprentis. Ça s'appelait une classe. Et comme on avait plein d'apprentis, Ouais. on a été moins spécifique, on a été beaucoup plus générique. Et donc, on avait des apprentissages qui étaient moins forts que ce qu'on pouvait avoir, mais qui scale. Parce que là, du coup, tu avais plein de gamins qui pouvaient apprendre des trucs. Et puis après, est arrivé le digital. Et au début, qu'ont fait les profs, ils ont dit, je vais utiliser le digital pour augmenter ce que je sais faire. Et donc, on a commencé à mettre des cours en ligne, des trucs qui augmentaient ce que faisait le prof. Et après, on s'est dit, mais ça sert à rien, le prof. On a le cours en ligne. Et on a fait le e-learning. Et le e-learning, on s'est aperçu, mais ça marche pas du tout. Les gens, ils ont pas la motivation pour arriver au bout. Et donc, c'était là où on était. Et moi, le raisonnement que j'ai tenu, c'est de me dire, c'est bien le e-learning, mais en fait, il faut revenir aux fondamentaux. Il faut remettre dans le e-learning un prof. Et donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas que le digital augmente le prof, c'est que le prof augmente le e-learning. Et là, c'est très différent. Si tu donnes aux gens de la matière digitale, mais tu as quelqu'un, un coach, un prof, tu l'appelles comme tu veux, qui en fait est là pour checker, valider que l'apprentissage a lieu. Et plus que ça, moi j'ai voulu le faire encore, pour qu'il y ait une espèce, tu vois, de commitment de la part des gens entre eux. Voilà. Et donc c'est de ce raisonnement-là que m'est venu mon format. Ok, très intéressant. Écoute Pierre, merci. Je pense qu'on a fait le tour. C'était hyper intéressant. J'aime beaucoup ta façon à la fois de réfléchir, de penser les choses et d'organiser et de penser en dehors de la boîte, comme disent les anglo-saxons, même jusqu'aux sessions de formation. C'était super intéressant. Merci beaucoup Pierre pour ce podcast. Écoute, j'étais ravi de le faire avec toi, Xavier. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.